Bonsoir à tous. On va terminer par un sujet bien plus léger que la défense nationale, hein, c'est-à-dire la protection du marché du consommateur, simplement. Donc, je vais faire une présentation qui va indirectement parler d'intelligence artificielle et de données en me basant tout simplement sur des problèmes de concurrence, sur des problèmes de protection du consommateur. Et je vais voir dans quelle mesure la prédiction algorithmique, qui dépend de la qualité des données qu'on accumule et qu'on peut capturer, va poser des problèmes pour le consommateur, des problèmes pour la concurrence, et je vais voir dans quelle mesure il est possible ou pas d'y remédier, d'y apporter des solutions. À cette fin, je ne traiterai pas de l'action des autorités de concurrence, de protection du consommateur européennes ou françaises. Je ferai un pas de côté volontaire, je vous expliquerai pourquoi, en considérant la pratique décisionnelle de la Federal Trade Commission américaine, qui est une agence spécialisée dans la protection et de la concurrence et du consommateur. Alors, quelques mots d'introduction. Le contrôle de flux de données qui correspondent, j'allais dire, allez, aux 4 V, hein, volume, vitesse, variété, véracité, c'est-à-dire capacité de croiser les données, donc de vérifier si elles sont de bonne qualité ou pas, est au cœur de l'avantage concurrentiel de firmes du numérique, notamment quand on a une économie qui est basée sur le développement d'algorithmes, de recommandations, d'appariements, de prix, ainsi de suite. Donc, avantage concurrentiel, mais aussi avantage sur le consommateur, hein, pour pouvoir prédire ses besoins, ses goûts, mais surtout sa capacité à payer ou à expertiser la qualité du service qu'il y est donné. Alors, ça peut poser des problèmes d'efficience, qui seraient les problèmes pour l'économiste a priori, si on suppose que l'économie ne s'occupe que de problèmes d'efficience, ce qui est déjà un grand débat, mais ça peut aussi poser des problèmes de pérennisation de la position dominante sur des marchés, ou ça peut poser des problèmes de loyauté de la concurrence. Je n'ose utiliser le terme de fairness, mais vous retrouvez ici le couple contestability et fairness, qui est au cœur, hein, de la loi européenne sur les marchés numériques, c'est-à-dire le Digital Markets Act. Donc, ma présentation, en gros, ça peut se faire en 2 temps. Essayer de voir comment la captation des données, qui peut être à l'origine d'un avantage concurrentiel, pose des problèmes de protection de la concurrence, du processus de concurrence, et dans quelle mesure ça peut poser des problèmes de protection du consommateur. Et si on identifie des problèmes, il faut bien passer à la deuxième phase, sur laquelle on est toujours moins à l'aise, qui est celle de la recherche de remèdes, de solutions. Alors, pour ce, je vais m'appuyer sur le cas particulier que j'ai décrivé précédemment, qui est celui de la Federal Trade Commission. Alors, la Federal Trade Commission, hein, c'est une vieille dame, hein, c'est Lady of a Certain Age. Hein. Elle a été créée en 1914 aux États-Unis et elle intervient au titre de la protection du consommateur et de la concurrence, mais attention, dans le même temps que d'autres lois américaines sur la concurrence, en même temps que le Sherman Act, qui date de 1890, et le Clayton Act, qui date lui aussi de 1914. En d'autres termes, elle ne vise pas les mêmes objectifs. Et parmi les objectifs que traite la FTC, on retrouve dans la section 5 du FTC Act une provision, enfin une clause, qui va porter sur les unfair and deceptive commercial practices, c'est-à-dire les pratiques déloyales et trompeuses. Attention, hein, dans la section 2 du Sherman Act, on vous parle de monopolisation, le fait d'acquérir, de pérenniser ou d'étendre une situation de monopole sur une autre base que celle des mérites. Donc là, on n'est pas dans le domaine des mérites au point de vue de l'analyse économique, on n'est peut-être pas dans le domaine de l'efficacité économique, on est dans celui de la loyauté
de la tromperie, ainsi de suite. Et ça, c'est une question qui est assez importante, parce que si je fais de la discrimination entre mes clients, il n'est pas dit que je réduise le bien-être collectif. Peut-être qu'en faisant payer plus cher ceux qui sont capables de payer plus cher et en subventionnant ceux qui peuvent payer moins, en fin de compte, l'équilibre n'est pas amélioré. En gros, les riches subventionnent les pauvres, ou les naïfs subventionnent les moins naïfs qui n'ont pas les moyens. On pourrait le prendre comme ça. Donc, on a un tas de pratiques qui, en termes d'efficacité, peuvent ne pas poser problème. Donc, ça, c'est le premier point pour lequel je vais me pencher sur le cas de la FTC. Second point, c'est une question d'actualité. En gros, entre la fin des années 70 et les 2 dernières années, on a eu ce qu'on a appelé gentiment un consensus antitrust, qui était de dire que le Sherman Act, les règles de concurrence, étaient là afin de porter une Consumer Welfare Prescription, c'est-à-dire en gros un seul objectif, le bien-être du consommateur. En 2015, on a eu une règle interprétative de la section 5 du FTC Act qui disait, voilà, la section 5 du FTC Act doit adopter les mêmes règles en termes procéduraux que la section 2 du Sherman Act. En gros, l'efficience et seulement l'efficience. Est apparu à partir des années 2010, mais surtout à partir de 2014, ce qu'on appelait aux États-Unis le New Brandeis Movement, ou l'hipster antitrust, hipster étant connoté bien évidemment négativement par rapport à un technical antitrust, qui était de dire, non, la fairness, ça compte. Il y a d'autres objectifs qui doivent être portés. Et parmi les figures de proue de ce mouvement, vous aviez Tim Wu, qui maintenant est conseiller du président Biden pour les affaires économiques et numériques, et Laina Khan, qui s'était illustré par des articles en 2014, puis en 2017, The Amazon's Antitrust Paradox, et qui, en 2020, avait participé à un rapport bipartisan de la Chambre des représentants sur l'état de la concurrence dans le secteur numérique. Et Laina Khan, qui doit avoir maintenant une toute petite trentaine d'années, a été nommé à la tête de la FTC en 2021. Donc, on a un mouvement qui était un peu, et même beaucoup, sur les franges du monde académique et qui voit peu à peu des figures importantes accéder à des postes de responsabilité. Et donc, d'une certaine façon, ça peut être intéressant de voir si, j'allais dire, en pratique, l'arrivée de personnel qu'on peut rattacher à ce New Brandeis Movement a un impact ou pas sur ces questions-là. Alors, je vais vous proposer un plan digne du juriste que je ne suis pas, c'est-à-dire 2 parties avec 2 sous-parties. Un premier temps consacré à la protection du consommateur, un deuxième temps consacré à la protection de la concurrence en elle-même, en caractérisant dans chacune des 2 premières sous-parties les problèmes de concurrence ou les problèmes de protection du consommateur et en envisageant dans chacune des sous-parties, le 1B et le 2B, les enseignements qu'il est possible de tirer de l'activité de la FTC. Commençons par le commencement, la protection du consommateur. Alors, vous avez un consommateur qui fait l'objet, j'allais dire, d'un traquage en matière de données. C'est normal, les écosystèmes numériques, surtout s'ils reposent sur la gratuité, sur l'appariement, ainsi de suite, ne peuvent fonctionner que par la captation, le traitement et la valorisation de données. Alors, je ne vais pas m'engager dans une description de tous les types de données, mais pour simplifier, on peut dire qu'on peut avoir 3 types de données sur ces écosystèmes numériques. Les premières sont des données qui procèdent d'identification, des données volontairement transmises par l'utilisateur d'un service. C'est-à-dire les données que nous avons, si nous avons un compte Google, un iPhone ou autre, que nous communiquons à l'entreprise. Il y a des données qui sont observées à partir de notre comportement en ligne, c'est-à-dire notre comportement sur une interface numérique ou notre comportement au volant, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, peut permettre de déduire des données.
d'observer des données. Veuillez m'excuser. Enfin, ces données, on peut aussi en déduire de nouvelles grâce aux outils prédictifs qu'on va mettre en place. Attention, il y a les données qui sont propres à un écosystème numérique, mais aussi des données qu'on peut acquérir auprès de courtiers en données, d'intermédiaires, c'est-à-dire de data brokers. Il y a un rapport de la FTC, je reste sur la FTC, veuillez m'excuser, qui est un vieux rapport de 2014, il y a déjà 8 ans, et si mes souvenirs sont bons, les data brokers proposaient pour plusieurs dizaines de millions, non, plusieurs centaines de millions, veuillez m'excuser, c'était 200 millions, quelque chose comme ça, de consommateurs américains, au moins 4000 données par consommateur. Donc, il était possible d'avoir le numéro de téléphone, à partir de là, de croiser avec l'utilisation de tel ou tel réseau social par lequel on se connectait par téléphone, ainsi de suite. C'est-à-dire vraiment des segments très, très riches sur l'activité en ligne et hors ligne, j'y tiens, du consommateur. Et attention, les données que vous allez transmettre, je n'ose pas dire données, que vous allez transmettre dans un écosystème, celles qui vont être déduites de votre comportement, celles qui vont être observées, bien évidemment, vont être vendues. Il y a un marché secondaire de cette donnée vers les data brokers. Alors, que permettent ces données ? Elles permettent de faire plein de choses dont nous bénéficions tous. Des propositions, des recommandations qui sont plus en phase avec nos goûts, des offres de prix qui correspondent plus à notre capacité à payer, des coûts de recherche, donc des coûts de transaction réduits. Donc, il y a d'indubitables gains d'efficience d'un point de vue économique. Ce serait faux de le nier. Cependant, le prix, c'est du micro-ciblage en ligne. C'est-à-dire, au lieu de vous payer des publicités à 20h50 sur TF1, qui ne toucheront pas grand monde, ou peut-être pas les personnes que vous visez, au lieu de vous acheter des affiches 4x3 sur les quais du RER, vous pouvez cibler la publicité vers le public qui est susceptible d'acheter le produit. Et enfin, vous pouvez bien évidemment vérifier le résultat de votre campagne publicitaire. Donc, ça vous coûte moins cher parce que c'est mieux ciblé, et en plus, vous pouvez évaluer les résultats. Le problème, c'est que ce micro-ciblage à ligne donne lieu à ce qu'on appelle des architectures de choix trompeuses ou des architectures de choix tronquées, ce qu'on appelle en anglais des dark patterns. Alors, ces dark patterns, ils se décomposent en gros en deux catégories. Vous avez ce qu'on appelle les bad nudges et les bad sludges. Une nudge, a priori, c'est positif, c'est une petite pichonnette qui vous conduit à agir dans le sens de votre intérêt. On connaît mieux que vous votre intérêt, ou au moins on connaît l'intérêt général, on va vous pousser gentiment à agir dans le sens du bien. Une bad nudges, c'est quelque chose qui va vous pousser à agir dans le sens de l'intérêt du commerçant. En d'autres termes, vous avez une addiction aux fraises au Tagada, eh bien, la bad nudges, c'est une fenêtre intempestive, un pop-up qui va vous proposer une réduction sur les fraises au Tagada. Voilà. Le sludge. Alors, sludge, on pourrait le traduire par friction. En anglais, notamment canadien, sludge, vous savez, c'est la neige de la fin d'hiver, un peu sale, boueuse, dans laquelle on s'embourbe, enfin, qui est assez ignoble. Le sludge, c'est ce qui va ralentir une action. Alors, une sludge, ça peut être quelque chose de tout à fait positif. On vous vend, ou on vend à votre grand-mère une encyclopédie universaliste papier en 40 volumes, vous avez un délai de rétractation. C'est une sludge, mais qui vous permet de réfléchir aux conséquences d'un achat impulsif ou tronqué. Par contre, une sludge, ça peut être quelque chose qui va vous empêcher d'agir dans le sens de votre intérêt. Imaginez, vous achetez un nouveau téléphone cellulaire, on vous dit vous avez 30 € de réduction immédiate et 30 € de réduction plus tard. Immédiatement, vous dites j'ai 60 € de réduction. Problème, si les 30 € de réduction plus tard supposent que vous découpiez, vous scanniez le ticket de caisse, le numéro de série du téléphone, ainsi de suite, que vous inscriviez sur un site internet hyper mal conçu,
que vous imprimiez vous-même un formulaire sur lequel vous allez découper et coller un morceau de la boîte et que vous allez, par définition, l'envoyer par la poste avec votre RIB, ainsi de suite, ben, il est possible que si vous êtes atteint de phobie administrative, vous renonciez très vite à ces 30 €. Le signal qu'on vous donne, c'est moins 60, le signal réel, ben, c'est moins 30. Donc, tout ça pour vous dire que le sludge, le nudge, ben, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour ça. Bon, mais ceci dit, mieux on connaît le consommateur, plus il est prévisible, plus c'est facile à implémenter et plus c'est efficace. Que se passe-t-il si on arrive à vraiment, je ne dirais pas personnaliser, mais micro-segmenter très très finement le consommateur? Ben, on peut passer du dark patterns au dark pattern augmenté, ce qu'on appelle dans la littérature des hyper nudge. Quelle est l'idée? Ben, le dark pattern va être fait rien que pour vous. La manipulation va être personnalisée. Alors peut-être pas pour vous exactement, mais les gens qui ont exactement les mêmes caractéristiques que vous. Qu'est-ce que ça va permettre? Donc, d'abord, cette personnalisation, mais aussi un ajustement en temps réel de la sollicitation. Si on s'aperçoit que vous ne mordez pas la hameçon tout de suite, ben on va vous répéter le stimulus. Imaginez toujours l'image d'un navigateur GPS sur un véhicule. Si vous ne prenez pas l'embranchement qu'il vous conseille, il va tout de suite essayer de recalculer l'itinéraire pour que vous repreniez l'embranchement en question, pour que vous fassiez demi-tour. Il ne laissera tomber ces propositions qu'au bout de 2 ou 3 itérations. Mais là, c'est un peu la même chose. On va vous reprendre par l'épaule en vous disant « mais non, vous avez un autre choix qui est beaucoup mieux, vous avez quelques secondes pour faire votre choix, ainsi de suite. » Donc, le problème, c'est que ces dark patterns augmentés vont être beaucoup plus efficaces que les dark patterns normaux. Or, les dark patterns normaux font l'objet de plus en plus de soucis de la part des autorités de concurrence et de la littérature, et on a une foultitude de rapports qui sont à l'heure actuelle publiés. Il y a eu une série de journées d'études qui ont été faites par le Centre Stigler à l'Université de Chicago en 2019, je crois. La publication d'un rapport sur ce thème par la Competition and Markets Authority, l'autorité de concurrence britannique, et on a eu en mai 2022, donc le mois dernier, la publication d'un rapport, d'un document de travail pour la Commission européenne. Donc, c'est l'étude de Lupianes, Villanueva et ses co-auteurs. En gros, qu'est-ce qu'ils montrent? Un, on n'arrive pas à les détecter, ou très mal. Et en plus, ces dark patterns sont toujours dans une zone de grise. Ce n'est pas obligatoirement trompeur, ce n'est pas obligatoirement destructeur d'efficience, et surtout pas obligatoirement mis en œuvre par des opérateurs dominants. Un dark pattern peut être mis en œuvre par quelqu'un qui a 1% du marché. C'est tout, il n'y a pas de besoin. Autre point, là c'est un peu plus théorique, c'est un papier qui a été publié il y a 2 ans, 1 an maintenant, dans le Journal of Legal Studies, un papier de Luguri et Strajlevich, qui sont profs à l'Université de Chicago, où ils montrent qu'en gros, il y a 2 types de dark patterns. Les grossiers, que tout le monde voit, qui ne sont pas efficaces, ou très peu, et ce qu'ils appellent les mild dark patterns, c'est-à-dire assez doux, dont le consommateur n'est jamais conscient, mais qui contribuent à créer un effet de verrouillage. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on a contre ces dark patterns qui reposent bien évidemment sur la collecte des données. C'est-à-dire, plus on collecte de données, plus les dark patterns, les architectures de choix trompeuses vont être perfectionnées. Alors, le modèle qu'on a habituellement, c'est un modèle d'information-consentement. On vous dit qu'on va collecter, traiter, valoriser des données, et on vous en demande un accord. Oui, c'est un modèle qui est mis en place. Il est nécessaire, c'est-à-dire il ne faut pas interdire la collecte de données, sinon on a des pertes d'efficience, bien évidemment. Donc, c'est utile, mais ça pose quand même plusieurs problèmes. C'est que cette collecte des données peut porter sur des données particulièrement sensibles, des données de santé, des données qui peuvent réduire l'accès
des consommateurs à certains marchés, notamment dans le domaine du crédit bancaire, de l'assurance, ainsi de suite. Et on a donc des utilisations de ces données qui peuvent être mises en œuvre dans des algorithmes qui pourraient correspondre à ce qu'on appelle le modèle des décisions hautement conséquentes, hein, c'est-à-dire des prédictions algorithmiques qui vont avoir un impact significatif sur le parcours de vie ou sur l'éventail des choix offerts à tel ou tel consommateur. Donc, si on régule, si on réglemente l'intelligence artificielle dans une logique de risque, eh bien, fatalement, ça devrait rentrer dedans. Or, quand on regarde les projets de règlement, notamment l'européen, ces problèmes-là ne rentrent pas dans la sphère des décisions hautement conséquentes. Donc, en gros, quels sont les risques donc, pour les consommateurs? Il y a eu un rapport qui a été fait par le patron du Bureau de protection du consommateur de la FTC, Levin, au mois dernier, c'est en 2022, qui disait on a 4 risques. La manipulation du consommateur, qui peut résulter, la discrimination entre consommateurs, donc traiter différemment des gens qui pourtant sont dans les mêmes situations, hein, l'exploitation des consommateurs, donc extraire une part indue du bien-être du consommateur, ou l'exclusion de services numériques, je pourrais dire, dans certains cas, l'exclusion du marché. Pensez toujours à l'assurance santé, hein, en d'autres termes. Donc, en gros, M. Ganassi a parlé tout à l'heure d'armes de destruction massive, hein, parlant des maths. Il y a un peu cette idée de weaponisation, hein, de retourner la donnée contre son propre producteur. Et donc, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par souvent la réduction de l'éventail des choix offerts aux consommateurs, alors qui peut être positive, hein. Si vous ne voulez pas avoir une surcharge informationnelle, si vous voulez échapper à la tyrannie du choix, qu'on vous donne de meilleures suggestions sur le coup, pourquoi pas? Mais attention, l'éventail de choix qu'on vous propose peut être biaisé. Est-ce que mon assistant vocal me donne la meilleure pizzeria quand je lui demande de me trouver une pizzeria? Est-ce qu'il me donne celle qui correspond à mes goûts ou est-ce qu'il me donne celle qui a passé un accord de sponsoring, entre guillemets, avec l'opérateur en question? Donc, je peux avoir des biais. Autre élément qu'on peut avoir, c'est la manipulation des comportements en ligne. Si on sait à quel stimulus vous êtes sensible, je ne sais pas, vous êtes de nature stressée, vous réservez un hôtel, on va vous dire, dépêchez-vous, hein, quelqu'un est en train de réserver la dernière chambre qui reste, hein, vous n'en retrouverez pas, et, cette zone est très demandée, cet hôtel est théoriquement complet à cette période-là, dépêchez-vous, ne comparez pas et prenez. Ça suffit pas, on vous fait un pop-up vous assurant de 10% de ristourne. Si jamais on s'aperçoit que vous avez une propension à payer, une capacité à payer qui est forte, on va ajuster votre prix exactement à votre capacité maximale à payer, ou ça peut être ce qu'on appelle du versionning. Imaginez, vous achetez un ordinateur, vous êtes incapable de jauger la qualité de votre carte graphique, vous n'êtes pas un gamer et vous vous moquez complètement de la qualité de votre carte graphique pour aller sur Facebook ou pour faire du tableur Excel. Et donc, fatalement, la carte graphique qu'on va vous proposer est de moins bonne qualité que celle qu'on va proposer à un utilisateur plus averti, sauf que vous paierez le même prix. Donc, le prix proposé est uniforme quel que soit le client, mais la qualité et donc le coût du produit proposé n'est pas le même. Et donc, la marge est différente. Après, vous pouvez bien évidemment avoir des conditions d'accès dégradées au service ou quasiment pas d'accès du tout. Vous demandez une assurance crédit pour votre appartement. On vous demande si vous faites des sports à risque. Effectivement, si vous faites du deltaplane en haute altitude toutes les semaines, on pourra voir quelles sont vos habitudes de loisirs et en déduire quelle est la valeur de votre risque. Alors, face à ces risques-là, est-ce que la seule information et le seul recueil du consentement sont suffisants ou pas? Peut-être pas, pour plusieurs raisons. Première raison, quand vous arrivez sur un service, vous pouvez avoir des solutions de type à prendre ou à laisser. Premier élément.
Deuxième élément, vous pouvez avoir une surcharge informationnelle. Vous voulez vite accéder à un site, vous n'allez pas faire défiler les 38 pages des conditions générales d'utilisation, les peser au trébuchet et au final paramétrer, personnaliser les cookies que vous allez accepter. Fatalement, vous allez vite. Et donc, on va pouvoir jouer sur tous vos biais décisionnels possibles et inimaginables. On va pouvoir jouer sur votre myopie, si on suppose qu'il y a une myopie par rapport à la protection des données personnelles, ainsi de suite. Après, autre élément, les conditions de collecte et de traitement sont parfois assez floues. Si on vous dit qu'on peut communiquer les données à des tiers, qui sont ces tiers? Est-ce que ces tiers vont évoluer dans le temps? De la même façon, si le service évolue dans le temps et qu'on vous dit on remet à jour les conditions générales d'utilisation, est-ce que vous allez réimprimer les 38 pages en question, les confronter aux 38 pages initiales et voir ce qui a changé? Fatalement, une fois que vous êtes dans le service, que vous utilisez le service, vous n'allez plus contrôler quoi que ce soit. Et donc, à partir de là, on va essayer de voir si... excusez-moi, je suis allé trop vite. Non, c'est là. On va essayer de voir quelles sont les attitudes de la FTC par rapport à ces problèmes-là qu'elle a elle-même diagnostiqués. Premier point, elle va considérer que les limites de la transparence sur les algorithmes, le fait que le consommateur ne soit pas capable d'évaluer lui-même, in concreto, les conséquences de ses choix, fait qu'en fin de compte, ou font plutôt qu'en fin de compte, l'entreprise a un pouvoir de coercition sur ses utilisateurs. Et ce pouvoir de coercition permet, à son sens, de mobiliser cette bonne vieille section 5 du FTC Act, donc celle qui est relative aux unfair and deceptive commercial practices. Et donc là, on peut s'attaquer, entre guillemets, à des questions qui sont en dehors de l'efficience. Et là, si je fais un tout petit pas de côté, vous retrouvez quelque chose qu'on connaît en droit européen maintenant. La section 2 du Sherman Act s'occupe de l'efficience. La section 5 du FTC Act s'occupe de la fairness. Et en Europe, l'article 102 du traité s'occupe de la protection du bien-être du consommateur. Le DMA, le Digital Markets Act, devrait s'occuper de questions de contestabilité des positions dominantes et de fairness. Donc, on a quelque chose qui potentiellement peut ressembler. Alors, c'est sympathique de dire qu'on a un outil. Bon, maintenant, il faut voir ce qu'on en fait, ou du moins ce qu'en fait la FTC. Et là, on a des contentieux qui sont assez récents et qui sont assez amusants. Alors, souvent, la FTC procède par procédure négociée, consent orders. C'est-à-dire l'idée, c'est de mettre une fin à des pratiques et trouver des solutions, j'allais dire, qui peuvent remédier aux conséquences. Donc, je vais vous citer deux cas. Un cas de suppression des données indûment acquises, c'est-à-dire, en gros, l'entreprise doit effacer les données qu'elle a excessivement collectées en cas d'extraction excessive de données. C'est le cas de Café Presse au mois de mars. Et il y a des cas où ça peut aller un peu plus loin, mais vous allez voir, c'est normal. C'est le cas Everalbum, qui était un cas de mai 2021, où on a demandé à l'entreprise de détruire l'algorithme qu'elle avait entraîné sur la base des données indûment collectées. En effet, parce que vous collectez des données, vous entraînez vos algos, et donc après, oui, vous pouvez détruire les données, c'est pas grave, l'avantage est fait. Everalbum, c'était une histoire de reconnaissance faciale. Vous faisiez un album photo en ligne, vous gardez toutes les données à tout jamais, et bien évidemment, ça permettait de matcher avec les visages, ainsi de suite. Allez, passons maintenant de la protection du consommateur à celle de la concurrence. Alors, je vais prendre un peu comme fil rouge une décision qui date de février 2021, mais qui avait été publiée à l'automne 2020, qui était la décision de la FTC contre Zoom. Alors, Zoom, nous y sommes encore une fois. Quelle était l'idée? Vous vous souvenez tous du premier confinement. Zoom s'est imposé en quelques jours. À l'époque, on utilisait gentiment WebEx quand on l'avait. Skype, ou alors des outils, j'allais dire, qui sont même plus des outils, des outils qui sont dignes de la défense nationale. Je repense à l'INA, qui était particulièrement, comment dirais-je, certes sûrs, mais assez peu conviviaux et assez peu stables.
Zoom, en réalité, fonctionnait sur une double promesse, gratuité, en grande partie pour les utilisateurs académiques, et sécurité. Toutes les données devaient être cryptées immédiatement, ainsi de suite. Or, il s'avère, d'après la FTC, que le cryptage n'était pas au standard annoncé. Le cryptage était plus tardif et avec des clés de cryptage beaucoup moins développées. Donc, quelle était l'idée? Zoom, dans le consent decree de la procédure négociée, a dit écoutez, on se met en conformité tout de suite. Et donc, vous abandonnez les poursuites. Et un des commissaires de la FTC, ils sont 5, Rohit Chopra, qui maintenant est patron d'une agence de régulation de protection du consommateur pour les services financiers aux États-Unis, avait fait une opinion dissidente, disant que non, il y a deux problèmes. Il y a un problème de sécurité, d'abord, parce que les entreprises, les PME, les écoles, les hôpitaux ont utilisé un outil qu'ils croyaient sécurisé, alors qu'il ne l'était pas autant que ce qui était prétendu, j'allais dire réclamé. Et deuxième élément, c'est un avantage concurrentiel. Qui parmi vous utilise encore WebEx? WebEx a quasiment disparu. On est tous passés sur Zoom, et comme l'interface est beaucoup plus sympathique, ainsi de suite, fatalement, c'est le standard qui s'est imposé. C'est-à-dire le fait de mettre un terme à une pratique ne réduit pas l'avantage concurrentiel qui en a procédé, surtout dans une phase de démarrage. C'est-à-dire, si je dois ma position dominante à une pratique donnée quand j'ai des effets de réseau, si j'arrête ma pratique, les effets de réseau vont jouer toujours à ma faveur. Donc, on a un problème en concurrence. C'est qu'on peut, par ces pratiques concurrentielles, accéder à des positions dominantes qui peuvent produire des effets de long terme. Et là, on rentre en matière de concurrence dans ce qu'on appelle l'autopréférence, le self-preferencing en anglais. Tout simplement, vous avez un téléphone portable. Sur ce téléphone portable, vous avez un moteur de recherche, un navigateur Internet, ainsi de suite. Est-ce que c'est fondamentalement négatif pour le consommateur et la concurrence? Pour le consommateur, ce n'est pas toujours très négatif, parce qu'en fin de compte, c'est préinstallé, ça marche bien, ça correspond à ses besoins. Il n'y a pas de souci de compatibilité, il n'y a pas de souci d'interopérabilité, tout fonctionne, c'est confortable. Il n'en demeure pas moins que ça peut verrouiller le consommateur. En d'autres termes, une préinstallation d'une application produit des effets concurrentiels de long terme, peut induire une distorsion de concurrence, même si ces effets sur le bien-être du consommateur, parfois, demeurent positifs. De la même façon, un algorithme de recommandation peut vous proposer un choix qui correspond à vos préférences, à votre capacité à payer, à votre meilleur choix. Ça peut être bien, mais il y a deux questions. D'abord, est-ce que cet algorithme est bienveillant ou pas? Est-ce qu'il est bénévolent ou pas? Il peut être intéressé. Il peut être intéressé à son propre modèle d'affaires et donc à sa propre rentabilité. Ensuite, même s'il est bienveillant, il vous prive en partie de votre liberté de choix. Alors le problème, c'est que le consommateur souvent a trop de choix. Donc, d'une certaine façon, une surcharge de choix peut être négative. Mais si on oriente tous vos choix dans un sens donné, ça peut poser problème. Sur le marché des biens et services, mais imaginez sur le marché des idées, d'une certaine façon. Si au lieu de vous pousser du dentifrice, je vous pousse tout simplement des idées politiques ou des contenus, même pas biaisés, je dirais simplement orientés, ça peut avoir un effet, et qui est un effet qui n'est pas un effet qui pose problème en termes d'efficacité, mais qui est un effet qui pose des problèmes en termes de processus de marché, de processus de concurrence lui-même. Donc, à partir de là, quelle peut être l'action de la FTC? Alors, pour voir l'action de la FTC, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit que ça date de 1914, donc 25 ans après le Sherman Act qui, lui, datait de 1890. Et l'idée, ce n'était pas de combattre des pratiques de monopolisation, c'était de combattre des pratiques qui étaient porteuses de distorsion de concurrence. Et l'idée, ce n'était pas d'avoir une logique
curative, simplement, donc faire cesser le dommage et le réparer, mais aussi une logique préventive. Préventive, en gros, c'était identifier des pratiques problématiques dès le début de leur mise en œuvre, avant qu'elles ne produisent des dommages, les prévenir et rétablir les conditions de la concurrence. Donc, éventuellement, corrigeant les premiers effets. Et ça, vous aviez une présentation parfaite de cette logique-là qui avait été faite par Brandis. Donc, je parlais tout à l'heure de mouvement néo-Brandis. Là, c'est Brandis le vrai, celui à l'origine qui était juge de la Cour suprême de 1916 à 1936, dans une opinion dissidente, extrêmement bien écrite, qui est l'affaire FTC versus Gratz en 1920. Et en gros, il vous explique, ben non, on ne va pas attendre qu'il y ait un effet sur le marché qui se produise pour intervenir, on va intervenir dès le début pour préserver la loyauté de la concurrence. Alors le problème, c'est que quand vous êtes dans le monde de 1920 et que vous faites cesser, je ne sais pas, une pratique de publicité trompeuse, de prix prédateur, je ne sais trop guère, ben, les effets s'arrêtent. Mais dans le monde numérique, où on fonctionne par effet de réseau, où le consommateur a des coûts de changement, ainsi de suite, eh bien, la cessation de la pratique peut ne pas suffire à réparer le dommage pour la concurrence. En d'autres termes, cesser une pratique ou même payer une amende peut être une faute lucrative, intéressante pour l'acquisition d'une position dominante. Alors, on a vu qu'on a eu ce problème pour Zoom. En gros, est-ce que le fait de crypter correctement, ça rétablit les conditions, une fois qu'on a eu l'acquisition de la position dominante. Certains, je pense à un papier de Michel Gall et de Nicolas Petit dans le Berkeley Journal of Law and Technology en 2021, proposent ce qu'ils appellent des Radical Restorative Remedies. En gros, c'est partager l'algorithme que vous avez entraîné avec vos concurrents. Alors là, ça crée un problème tout simple qui s'appelle un problème de collusion. Mais bon, on va oublier. Deuxième point, c'est subventionner votre concurrent. Donc l'aider à acquérir des données qui lui permettent de faire un apprentissage pour, d'une certaine façon, être concurrentiel par rapport à vos propres données, à vos propres algorithmes, veuillez m'excuser. Dernière solution qu'il propose, c'est des cessations partielles dans le temps d'activité pour permettre de passer d'effets de réseau à des effets de réseau négatifs. Donc, on a ces remèdes théoriques qui n'ont jamais été mis en œuvre et qui ne seront peut-être jamais mis en œuvre, je pense, mais il faut voir à peu près quels sont les remèdes qui sont effectivement prononcés à l'heure actuelle. Est-ce qu'ils se rapprochent ou pas? Et là, à nouveau, on a un cas qui est hyper récent, qui est le cas FTC versus Twitter en mai 2022, le 25 mai, si je me souviens bien, et qui a donné lieu à une amende de 150 millions de dollars, pas d'euros, à la cessation des pratiques et à la mise en œuvre de programmes de conformité. Alors, que reproche-t-on à Twitter? Je vais être hyper rapide. Si vous utilisez Twitter depuis quelques années, vous avez vu que, vous n'avez quasiment pas vu, moi non plus, qu'en 2013 à peu près, on vous a dit que, vous savez, votre compte, ça serait pas mal s'il était sécurisé. Votre compte, ça serait pas mal si vous pouviez le récupérer facilement. Et pour le sécuriser et pour le repérer, le récupérer, veuillez m'excuser, c'est très simple. Il faut donner un mécanisme qui permette une double identification, comme sur votre banque. Un numéro de téléphone cellulaire et, bien évidemment, adresse email. Quel est l'intérêt de collecter ces deux pratiques-là? Vous avez ces deux données-là, c'est que vous avez des données qui sont sacrément valorisables sur le marché de la publicité, parce qu'on peut savoir qui clique à partir du numéro de téléphone. Je peux croiser avec d'autres bases de données fatalement, et donc je peux faire plus de publicité ciblée. Et si je vends ces données-là aux data brokers, avec l'adresse mail et avec le numéro de téléphone, je sais non seulement ce que consomme le consommateur chez Walmart tous les samedis, mais en plus, je sais quels sont les voyages qu'il compte faire, les contenus qu'il va apprécier sur Twitter, ainsi de suite. Donc, je peux le caractériser beaucoup plus facilement. Et donc là, en gros, vous voyez, on a une amende, 150 millions de dollars. On demande de cesser les pratiques, donc de revente du numéro de téléphone et de l'adresse mail.
et on dit, bah, vous allez mettre en place un programme de conformité. A priori, on pourrait dire, c'est tout. Le c'est tout, ça correspond aussi à un autre cas qu'a traité la FTC en 2019, en juillet 2019. Et là, on parlait de Palantir tout à l'heure. On va passer de Palantir à Cambridge Analytica. C'était l'affaire Facebook. Alors, je ne reviens pas sur l'affaire, vous la connaissez tous. Et Facebook a eu ce même problème en 2019 avec la FTC. Elle a eu une pénalité financière. Elle a été obligée de cesser ses pratiques et de mettre en place un programme de conformité, de compliance. Alors, le même Rohit Chopra, toujours le même commissaire à la FTC, avait parlé de slap on the wrist, un petit coup de règle sur les doigts, de simple cost of doing business en parlant de la pénalité. Or, cette pénalité, quand on y réfléchit, elle n'est pas aussi faible, aussi indolore qu'il n'y paraît. D'abord, la pénalité sur Facebook, c'était 5 milliards de dollars. C'est pas mal, si on fait la somme des pénalités qu'on a imposées à Google au niveau européen, celle de 2017 pour Shopping, celle de 2018 pour Android, celle de 2019 pour AdSense, on était à 8 milliards d'euros, ce qui faisait à peu près à l'époque 9 à 10 milliards de dollars. Donc, on est au niveau de la moitié de Google. C'est pas rien. Et surtout quand on compare aux sanctions qu'on prononce à l'heure actuelle au titre de la RGPD, qui sont du RGPD, m'excusez, qui ne sont pas encore à ce niveau. Autre élément qui était important, 5 milliards de dollars, c'était, m'excusez, 9% des revenus annuels de Facebook. C'est pas rien. Voilà, c'est pas la fin de l'entreprise, elle existe encore, vous le voyez, mais ce n'est pas rien. Alors Twitter, 150 millions de dollars à l'heure actuelle, c'est quand même 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est pas rien, c'est moins, bien évidemment, mais c'est pas rien. Et pourquoi Twitter a eu 3% et non pas 9%? Pour deux raisons. Premièrement, Twitter s'est dénoncé. Quand la décision Facebook a été publiée en 2019, publiquement, Twitter a reconnu ses pratiques et alors, ce n'est pas une procédure de plaider coupable, ce n'est pas une procédure de clémence, c'est particulier, mais d'une certaine façon, a demandé à la FTC la procédure pour se mettre en conformité. Et là, vous voyez pourquoi, il y a des pressions des investisseurs. Si vous devez être racheté, déjà la monétisation de votre site Internet n'est pas si évidente que ça. Si en plus, vous risquez une sanction de 9% de vos revenus annuels, il faudrait mieux que vous ayez moins de 9%, mais que vous le sachiez tout de suite. Ça pourrait ne pas poser de problème à vos acquéreurs. Donc, vous voyez que cette logique de conformité et ce côté d'exemplarité de la sanction joue quand même un peu. La limite, et je m'arrêterai là, c'est la question de la neutralisation de l'avantage compétitif. J'ai déjà dit 3 fois, je me répète, mais si votre pratique vous permet de... Alors, on utilise en économie le terme de tipping, c'est-à-dire le terme de basculement vers une situation d'ultra-dominance. Le fait d'arrêter une pratique ne corrige pas. Et donc, c'est toujours le problème. Quel est le remède qui peut corriger un avantage qui procède d'une extraction excessive de données qui fait que votre algorithme est plus performant, mieux entraîné que l'algorithme du concurrent. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore de solution. Les seuls, comme je vous dis, qui ont été trouvés par la FTC, c'est destruction des données, c'est le cas de Café Presse, ou destruction de l'algorithme qui a été entraîné sur la base des données indûment collectées. Et ça, c'est le cas d'Everalbum.